Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit récap de l'année 2022 sur la question financière. On va faire notamment un petit débrief de ce qui s'est passé en bourse. On va regarder où en est mon PEA aujourd'hui en début 2023 et voir un petit peu si on a réussi à faire ce qu'on souhaitait faire au cours de cette année. Alors, petit point sur notre PEA qu'on n'a pas fait depuis plusieurs mois sur cette chaîne. Eh bien, on est aujourd'hui à un total de valeur autour des 91 000 euros, sachant qu'on est sur une moins-value latente au total du portefeuille à moins 5 000 euros après cette année particulièrement mouvementée et douloureuse en bourse. Sachant que en termes de cumul des versements, on est à 94 000 euros. Donc en réalité, les moins-values latentes sont moindres que la soustraction de 94 000 moins 91 000, puisqu'il y a des plus-values que j'ai réalisées à certains moments où j'ai vendu des ETF euh, qui n'étaient plus gérés par les fonds. C'est notamment le cas d'ETF qui étaient liés au Japon, qui étaient liés à la Russie, qui étaient liés à l'Afrique du Sud. Donc c'est pour ça qu'il y a un delta. Ce qu'il faut garder en tête du coup, c'est qu'on va faire un petit récap des différentes lignes. Aujourd'hui, donc on est à moins 5%, moins 5000, sachant que le S&P 500, qui est ma plus grosse ligne, à 29 000, donc c'est-à-dire l'ETF qui a les frais de gestion les plus bas et qui suit l'économie américaine. Aujourd'hui, on est quasiment à zéro, donc on est à 0,40% de plus-value, sachant que ça a beaucoup baissé évidemment cette année. Ma deuxième plus grosse ligne, c'est l'ETF qui suit tous les pays émergents, notamment en Asie. Donc tout ce qui est Corée du Sud, tout ce qui est Chine, Inde aussi. Donc là, on est à 22 000 euros. Pour le coup, on est à une moins-value de 12% et à moins 3 000 euros. Alors ça paraît moins bien que les États-Unis, cependant, en fait, ça a quasiment pas bougé hein, cette année. C'est juste que c'était déjà dans le rouge au début d'année. Ensuite, on a la partie Europe avec le BNP Stoxx 600 qui est similaire au Lixor S&P 500, sauf que ça concerne vraiment tous les pays d'Europe. Et là, on est à 14 000 euros pour une petite plus-value de 6%. Donc l'Europe qui fait quand même son travail, en tout cas sur mon portefeuille. Et ensuite, on a des lignes qui sont plus marginales. Alors ici, on a un ETF leverage. Donc concrètement, c'est le S&P 500, sauf qu'il est leverage, donc c'est-à-dire qu'il a deux fois plus de variations. C'est-à-dire que si le S&P 500 fait plus 10%, cet ETF fait plus 20%. S'il fait plus moins 10%, eh bien cet ETF fait moins 20%. En réalité, c'est plus complexe que ça, mais si vous voulez plus de détails sur les ETF à levier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, on voit hein, effectivement que c'est très variable puisque on a perdu 26% et sachant qu'on ne l'a eu que en début d'année. Ensuite, on a l'Amérique latine. C'est un petit ETF, hein. J'ai 5000 dessus. Honnêtement, je suis surexposé à ce marché compte tenu de la capitalisation. Néanmoins, ça a quand même très bien marché. C'est probablement une des meilleures performances que j'ai. 15%, c'est très bien. Un ETF Nasdaq que je ne renforce plus, que j'avais acheté au tout début. Donc l'ETF Nasdaq, il faut comprendre que ça concerne uniquement le secteur technologique américain. Sachant que de manière générale, le secteur technologique est déjà extrêmement présent dans le S&P 500. Aujourd'hui, je n'investis plus dans le Nasdaq parce que je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt de diversification. Mais j'ai pas non plus envie de vendre à chaque fois que je change d'avis sur un ETF. C'est pour ça que je garde cet ETF, qui aujourd'hui est à moins 2%. Ensuite, on a un Lixer Small Cap. Donc, c'est un Lixer qui concerne tout ce qui est Europe, mais principalement les petites entreprises. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va vraiment chercher de la diversification, puisque les entreprises qui sont listées sur le Lixor Small Cap sont des entreprises qui sont nulle part ailleurs dans mon portefeuille. Donc ça nous permet vraiment d'augmenter la diversification en ayant des profils d'entreprises qui sont plus différents. Après, il faut bien avoir conscience que les petites entreprises sont des entreprises qui souvent sont très en danger lorsqu'il y a des difficultés économiques. Et ça explique hein, la difficulté de cet ETF sur lequel on est à moins 17%. Ensuite, on a le classique, le CAC 40, pareil que je ne renforce plus, puisque les entreprises du CAC 40 sont incluses dans l'ETF Europe.
mais c'est un des premiers que j'ai acheté, puisque c'est probablement même le premier que j'ai acheté. Et d'ailleurs, on le voit dans la performance, hein, 47% depuis que j'ai acheté. Alors, c'est deux choses, hein. Premièrement, c'est qu'effectivement, le CAC 40 a globalement très bien performé ces dernières années. C'est-à-dire qu'il a très très bien performé lors de 2020 et 2021, et il n'a pas tant perdu que ça en 2022. Néanmoins, il faut comprendre que c'est aussi ma meilleure performance parce que c'est l'ETF que j'ai acheté en premier. Et lorsque j'ai commencé d'investir, le marché était très bas juste après le crash du début du Covid. Donc c'est pour ça qu'il y a une telle performance sur le CAC 40. Et enfin, dernière ligne, la ligne de spéculation dont je vous parlais lors d'une vidéo précédente, c'est la ligne Orpea que j'ai achetée juste après le scandale quand l'action a fait moins 50% en quelques jours. Et aujourd'hui, Orpea est à moins 83%. Autant dire que c'est catastrophique, mais autant dire aussi que ça représente une ligne absolument minimale, hein, puisqu'on est à une trentaine d'euros. Donc voilà, évidemment, je ne renforce pas Orpea. Si un jour cette action dépasse mon portefeuille, je pourrais dire que le stock picking fonctionne. Mais en attendant, le stock picking, ça n'est pas pour moi. Donc voilà pour le petit récap des différentes lignes. On va regarder aussi la performance au niveau de l'année. Alors, au niveau de l'année, voilà ce que ça donne. Donc là, on est sur la performance en termes de pourcentage. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est, voilà, on est globalement à moins 15% sur notre portefeuille, ce qui, ma foi, est pas dramatique, hein, moins 15%, c'est moins dramatique que ce que le S&P 500 a fait, puisqu'on a quand même un portefeuille qui est assez bien diversifié. Donc dans ce sens-là, c'est pas un problème. On va regarder en euros, ça c'est intéressant parce que quand on regarde en euros, on a l'intégration des apports financiers, c'est-à-dire des rachats que je fais à peu près tous les mois sur mon PEA. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que finalement, eh bien, la valeur de mon portefeuille, elle n'a pas tant bougé que ça, voire elle a grimpé, puisque eh bien, j'ai pu passer cette année à faire énormément de versements. Et c'est d'ailleurs une des grandes victoires de cette année. Peu importe le comportement des marchés, j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté et donc profiter de cette baisse pour acheter beaucoup d'actions supplémentaires. Ici, on a un petit récap des dividendes année par année. Donc on voit que les dividendes, ils ont augmenté évidemment parce que j'ai plus d'actions. Et il y a quelques-uns de mes ETF qui versent des dividendes. Je ne sais pas exactement lesquels d'ailleurs. Donc on voit qu'en 2020, j'ai gagné 32 euros, en 2021, 48, et là, j'en gagne 160. Clairement, c'est un graphe que je regarde pas du tout parce que j'ai pas du tout une stratégie de dividende. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un non-facteur pour moi. Si j'ai des dividendes, bon bah j'ai des dividendes parce que les sociétés ont décidé d'en verser, mais c'est pas quelque chose que je recherche. Un petit récap au niveau de la répartition aujourd'hui. Donc on est à 30% sur le S&P 500, à 25% sur l'Asie, à 15-16% sur l'Europe, 10% encore sur les États-Unis, 5% en Amérique latine. Globalement, là, ce graphe n'est pas totalement vrai. On est beaucoup plus proche aujourd'hui d'une répartition vers 45% en Amérique du Nord, 25% en Europe, 25% en Asie et 5% en Amérique du Sud. C'est un peu ce qui est, sachant que c'est faussé ici parce qu'en fait, il y a des ETF qui suivent des actions en Amérique du Nord, mais qui sont basés en Europe pour être éligibles au PEA, et du coup, ça fausse ce graphique-là. Donc attention à ça. Donc voilà pour la performance. Ce que je retiens concrètement de cette année, et ça c'est quelque chose que je pense est assez important pour garder le cap, c'est qu'au-delà des performances du marché qu'on ne peut pas contrôler, ce qui a été très efficace, c'est vraiment les apports qui ont été très réguliers. C'est-à-dire que j'ai dû, je pense, mettre de côté pas loin de 15 000 euros cette année sur mon PEA, ce qui est vraiment beaucoup compte tenu de ma situation financière actuelle. Et donc, c'est vraiment ça finalement qui est une réussite, à savoir que j'avais comme objectif de mettre de côté entre 90 et 80, enfin d'avoir en cumul de versement 90 ou 92 000, et je suis arrivé à 94 000 à la fin de l'année, donc objectif largement dépassé. Et voilà, pour l'année prochaine, encore une fois, les objectifs que j'ai, ce sont des objectifs de versement et non pas des objectifs de valorisation.
parce que je ne peux pas savoir si le marché va faire moins 50 ou plus 50%. Par contre, je peux organiser mon style de vie de manière à pouvoir mettre de côté assez d'argent. Sachant que là, en 2023, on va essayer d'avoir une vision assez similaire. Je vais avoir un objectif bas à 104, 105 000 euros et un objectif haut à 110 000 euros sur le cumul des versements. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour le petit récap. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me faire aussi un petit retour sur ce que vous, vous avez pu expérimenter pendant cette année 2022. Je suis tout à fait curieux, donc envoyez-moi vos commentaires et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!